Chers étudiants, bonjour. Nous allons continuer avec le cours de la pathologie néphrologique. Cette fois-ci, je veux vous parler d'une pathologie néphrologique secondaire qui, si vous regardez dans les livres de la pathologie néphrologique, elle serait rare, mais en réalité, l'amylose est une pathologie fréquente dans notre contexte, qu'elle soit rénale ou extra-rénale, raison pour laquelle je souhaite que vous fassiez attention à ce cours. Alors, pour l'amylose rénale, qu'est-ce que nous allons voir ensemble dans ce cours? Après une brève introduction, nous allons voir ensemble le tableau clinico-biologique, les différentes formes cliniques de présentation de l'amylose, qu'ils soient rénale ou extra-rénale. Je vous dirai un mot sur l'histologie rénale et je termine par le traitement qui reste assez décevant dans cette pathologie. Alors, il faut savoir que l'amylose rénale ou les amyloses en général sont des affections diverses dont la caractéristique commune est le dépôt extracellulaire d'une substance amyloïde. Alors, cette substance amyloïde est faite d'une protéine à configuration en feuille bêta-plissée qui la rend résistante à la digestion enzymatique. Cette substance amyloïde a des propriétés tinctorielles spécifiques dont la reconnaissance se fait spécifiquement par des colorations en anatomopathologie, par la coloration par le rouge Congo, le violet de Paris et la thioflavine T. Comment on classe les amyloses? Il faut savoir que les amyloses, on les classe selon la protéine plasmatique précurseur, c'est-à-dire que selon la protéine qui est responsable de la formation de ces feuilles bêta-plissées. Et de ce fait, en pratique, on distingue trois types d'amylose responsables de néphropathie. Nous avons l'amylose AA qui reste la plus fréquente dans notre contexte et dans notre pays aussi, dont le précurseur est la protéine SAA, c'est la protéine SAA. Nous avons l'amylose AL qui, dont le précurseur est un fragment de chaîne légère d'immunoglobulines, c'est la chaîne légère lambda. Il faut savoir que ce type d'amylose dit rare, on commence à le voir de plus en plus dans notre pratique, probablement à cause de la fréquence des gammapathies monoclonales, et ça c'est quelque chose quand même d'intéressant. Et enfin, nous avons l'amylose héréditaire dont le précurseur est également la protéine SAA qui est une protéine de l'inflammation. Je vais vous parler brièvement de chacune de ces types d'amylose. Maintenant, comment il se présente cliniquement l'amylose, ou plus précisément, puisque nous sommes dans le cours de néphrologie, comment se présente l'amylose rénale? Il faut savoir que l'amylose, quand un patient présente une amylose, l'amylose rénale, elle est constante et la traduction clinique est variable selon le moment où on fait le diagnostic, allant d'une simple protéinurie, mais sans hématurie. Ça, c'est quelque chose de très important que je souligne et j'insiste là-dessus, allant d'une simple protéinurie jusqu'à un véritable syndrome néphrotique. Donc, la protéinurie est un élément constant, mais dans l'abondance est variable en fonction du moment de la découverte de la pathologie. Dans ce contexte-là, puisque le point de départ est une protéinurie, si nous sommes dans le contexte d'un syndrome néphrotique, nous allons avoir une hypoalbuminémie profonde avec parfois un tableau d'anasarque, des œdèmes multiples et des risques thromboemboliques. L'altération de la fonction rénale se fait progressivement et quand cette altération de la fonction rénale survient, elle est assez souvent irréversible.
Donc, un élément sémiologique très important pour les amyloses rénales, c'est l'absence d'hématurie, l'absence d'hypertension artérielle. Ce sont des patients qui vont faire un syndrome néphrotique sans hématurie, sans hypertension artérielle, avec une tension artérielle normale ou plutôt basse. Et un autre élément très important, contrairement aux autres glomérulopathies dans lesquelles on assiste, plus l'insuffisance rénale avance, plus il y a de glomérulosclérose, moins il y aura d'excrétion urinaire d'albumine et donc moins de protéinurie. Dans la néphropathie amyloïde ou dans l'amylose rénale, nous avons cette association typique entre un syndrome néphrotique profond et une insuffisance rénale avancée. Donc, ce signe clinique ou cette association peut vous orienter d'ores et déjà vers deux types de pathologies, l'amylose rénale d'une part et la néphropathie diabétique d'autre part. Donc, sémiologiquement, j'insiste encore, une protéinurie d'abondance variable selon le moment du diagnostic, une normotension ou plutôt une hypotension, l'absence d'hématurie et enfin un syndrome néphrotique persistant contrastant avec une insuffisance rénale sévère. Quand on a une atteinte rénale, c'est qu'il y a assez souvent une atteinte extra-rénale associée. Et là, dans ce cadre-là, nous allons voir assez souvent d'autres dépôts d'amylose dans les différents organes qui vont se manifester par une hépatomégalie, une splénomégalie, une atteinte digestive avec des diarrhées et un syndrome de malabsorption, une atteinte cardiaque très typique de l'amylose et qui fait également le pronostic de cette maladie, avec assez souvent un myocarde scintillant. Maintenant, quelles sont les formes cliniques de l'amylose? Il faut savoir, comme on a cité précédemment, il y a trois types d'amylose. Nous avons l'amylose AA secondaire, nous avons l'amylose AL et nous avons également l'amylose AA secondaire à la maladie périodique ou l'amylose dite héréditaire. Alors, je commence par l'amylose AA secondaire. Alors, le diagnostic est toujours le même. Le diagnostic est histologique. Et il va se faire par la biopsie d'un organe atteint. Et quel est l'organe qui va être biopsié? C'est certainement l'organe qui va être symptomatique et qui va ramener le patient à consulter. Je m'explique. Si le patient présente un syndrome odémateux avec une insuffisance rénale, forcément, il va arriver en néphrologie et soit nous avons tous les éléments cliniques en faveur d'une amylose, on va faire une biopsie des glandes salivaires ou une biopsie autre que rénale, soit que nous ne sommes pas certains qu'il s'agit d'une amylose et que le diagnostic va être fait par une biopsie rénale. Si le patient se présente pour des diarrhées par une altération d'état général, un syndrome de malabsorption, c'est certainement un patient qui va arriver au service d'hépatogastro-entérologie et ça va être une biopsie digestive, une biopsie rectale comportant la sous-muqueuse qui va être suffisante pour poser le diagnostic. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organes. En fait, on peut faire des biopsies non invasives. Par exemple, on peut faire une biopsie de la graisse sous-ombilicale qui va nous donner le diagnostic dans 70 à 80% des cas. Quand une biopsie est faite à la recherche d'une amylose, il faudrait que cette biopsie soit interprétée avec les colorations spécifiques, c'est-à-dire le rouge Congo ou la thioflavine T, et le diagnostic d'amylose sera posé sur l'aspect typique de cette pathologie après la coloration au rouge Congo. Alors, le diagnostic va
nous orienter vers une amylose, mais en aucun cas va nous orienter vers la cause de l'amylose qui nécessitera un interrogatoire précis de la part du médecin au patient à la recherche d'une maladie infectieuse chronique non traitée. En chef de file dans notre pays, ça serait la tuberculose, les dilatations de branches, c'est les grands tabagiques chroniques, des ostéomyélites. Il faudra chercher des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, l'arthrite psoriasique ou parfois certains cancers peuvent se compliquer d'une amylose secondaire. Pourquoi il faudrait faire l'enquête étiologique? Parce que le traitement, on va le voir, parce que je ne dirai qu'un bref mot sur le traitement qui reste assez décevant. Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui un traitement euh, spécifique à l'amylose une fois constituée, mais c'est un traitement qui vise à stabiliser la maladie causale sous-jacente, c'est-à-dire si c'est une tuberculose confirmée, il faudrait la traiter, si c'est une dilatation de branche ou une ostéomyélite, donc le traitement ira dans ce sens. Pour l'autre type d'amylose qui est l'amylose AL, ou l'amylose des dysglobulinémies, c'est une amylose qu'on voit de plus en plus dans notre service, probablement du fait qu'on voit de plus en plus des gammapathies monoclonales qui soient bénignes ou malignes. Ces gammapathies se traduisent par une anomalie au niveau des chaînes légères lambda ou kappa des immunoglobulines. Le diagnostic se fait par d'abord une anomalie au niveau de l'électrophorèse des protéines plasmatiques qui va se révéler par la suite montrant un pic monoclonal d'immunoglobuline qui sera diagnostiqué par une immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques et urinaires. Donc, l'amylose AL, une fois constituée, c'est comme l'amylose AA, elle pourra se déposer au niveau du tube digestif, au niveau du système nerveux central, la peau, le rein, le foie. Le cœur est un organe de prédilection pour l'amylose AL et on assombrit le pronostic. Donc, l'amylose primitive AL est une autre affection aussi qui peut s'observer, mais aucune affection prédisposant amylogène n'a été retrouvée. Ça a été décrit et le plus important, c'est quand on a une amylose AL, c'est d'éliminer une gammapathie monoclonale. Alors, vous allez me poser la question, mais finalement, comment on fait? Bon, on a l'histologie, on a la coloration rouge Congo qui nous montre qu'on a des dépôts amyloïdes au niveau d'une biopsie d'un organe prédéterminé. Mais qu'est-ce qui va nous renseigner vers une amylose AA ou une amylose AL? C'est un test aussi histologique au permanganate de potassium qui permettra de différencier entre ces deux types d'amylose. Donc, ce test de permanganate de potassium va nous montrer qu'il y a des amyloses qui sont permanganate résistantes et des amyloses qui sont permanganate sensibles qui vont s'effacer et c'est ce qui fera la différence entre les deux. Pour le troisième type d'amylose, ce sont les amyloses héréditaires. Alors, je ne sais pas qui parmi vous connaît la maladie périodique ou si on vous a déjà parlé de la maladie périodique. La maladie périodique, c'est une maladie qui a été décrite initialement dans un certain groupe ethnique particulier du pourtour méditerranéen. Donc, au départ, rapporté initialement chez les Juifs de la région méditerranéenne, c'est lesquels étaient décrits au départ cette pathologie et se traduit par des crises douloureuses abdominales récidivantes, récurrentes, avec des épisodes ou des pics fébriles inexpliqués, des arthralgies. Tout ça est spontanément résolutif sans aucun traitement et le diagnostic est assez souvent clinique, orientant vers une maladie périodique. Alors, c'est une maladie inflammatoire qui se complique d'une amylose dans 30 à 40% des cas. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut stabiliser cette pathologie par un traitement anti-inflammatoire typique
telles que la colchicine. Donc, l'amylose rénale dans la maladie héréditaire est fréquente. Elle est assez souvent la première manifestation de la maladie, mais on peut observer d'autres types de manifestations telles que les atteintes cardiaques, les atteintes digestives qui peuvent être fréquentes. Alors, l'histologie, typiquement là, je vous montre des biopsies rénales. Donc là, bien sûr, l'amylose, ce n'est pas une pathologie proliférative. Je n'ai ni une prolifération endocapillaire, ni une prolifération extracapillaire. L'amylose est une maladie à dépôt et comme vous voyez sur ce glomérule, j'ai ces dépôts vert anis au niveau de différents segments du glomérule et même des dépôts tubulaires et vasculaires. C'est une coloration très spéciale et très typique, très parlante de l'amylose rénale, comme vous le voyez ici. Donc, le diagnostic est évident. Donc, après, les anatomopathologiste complètent par cette coloration rouge Congo qui va montrer la biréfringence de la substance amyloïde dans le glomérule. Comment on traite l'amylose rénale? Bah, cette pathologie n'a pas bénéficié, euh, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas bénéficié de grands progrès thérapeutiques, bien au contraire, il y a eu plusieurs essais cliniques, de multiples essais cliniques afin de trouver un moyen de dissoudre les fibrilles amyloïdes, mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs essais qui sont restés sans suite puisque nous ne disposons d'aucune possibilité de détruire ou de dissoudre ces fibres amyloïdes une fois constituées. Le seul traitement de ce fait restera préventif par le traitement dès le départ de toute pathologie inflammatoire chronique telle que la polyarthrite rhumatoïde, telle que la spondyloarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, traiter toute maladie infectieuse telle que la tuberculose, les dilatations de branches qui peuvent être sujettes à des surinfections bronchiques. Donc, c'est le seul moyen de prévenir l'apparition de dépôts amyloïdes. Une fois constitués, ils ne peuvent pas être dissous, certes, mais en intensifiant le traitement de la pathologie causale, nous pouvons arriver à stabiliser l'évolution de la maladie et ça c'est quelque chose de très important. Cela nous ramène à dire que si le diagnostic est fait précocement, c'est-à-dire avant le stade de l'insuffisance rénale, on pourrait quand même stabiliser la fonction rénale et éviter d'arriver au stade terminal. L'amylose AL, bien sûr, vous l'avez compris, c'est une conséquence d'une dysglobulinémie monoclonale et donc ça relèvera d'une chimiothérapie anti-myélomateuse. Pour la maladie périodique, donc bien sûr, l'amylose a pendant longtemps a connu beaucoup de progrès ou beaucoup de connaissances grâce à la maladie périodique. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un traitement anti-inflammatoire qui a donné beaucoup de bénéfices dans ce cadre-là, qui est la colchicine. La colchicine, dans le cadre de la maladie périodique, permet de prévenir les crises douloureuses abdominales, prévenir les poussées fébriles et prévenir les dépôts d'amylose dans le rein. Bien sûr, l'amylose est indiquée, la colchicine, excusez-moi, est indiquée dans l'amylose secondaire à la maladie périodique ou les maladies périodiques sans arriver au stade d'amylose, mais bien sûr, en aucun cas, elle n'est indiquée dans les autres types d'amylose AA, c'est-à-dire celles qui sont secondaires à des maladies infectieuses ou inflammatoires. Je vous remercie de votre attention.